Deuxième période, donc, les usines ferment à la fin des années 70, au début des années 80. Et là, on est dans une période de transition avec un double mouvement, du local vers le national et du national vers le local. Alors, dans le sens local vers national, les luttes permettent d'obtenir un certain nombre de droits supplémentaires. Alors, ça peut être le droit à la reconversion avec ses ambiguïtés, mais ça peut être aussi les pré-retraites, par exemple, donc une socialisation du salaire plus importante. Mais en même temps, au début des années 80, on a aussi un mouvement qui va du national vers le local, et le bassin de Longwy, dans ce sens-là, a été un lieu d'expérimentation de mesures très très fortes. On le sera encore pendant une dizaine d'années. Si je prends l'exemple des congés formation-conversion qui concernent les sidérurgistes au milieu des années 80, on pourrait les analyser comme des lieux de reconditionnement des sidérurgistes, de désarmement des sidérurgistes, de transition vers une confrontation individuelle au marché du travail, puisque ceux qui se passent par les congés formation-conversion avant d'être reconvertis éventuellement vers d'autres institutions passent par de la formation, même s'il y a peu de formation diplômante, passent par des jugements, des évaluations multiples. Alors cette période-là, elle est transitoire de plusieurs manières. D'abord parce que elle permet aussi la constitution de liens entre les organismes de formation privés et publics. Avant, c'était la formation dans la sidérurgie, mais surtout privée. Et là, on a à la fois les CRETA, par exemple, éventuellement quelques associations qui se créent, et des organismes privés de formation de la sidérurgie qui travaillent ensemble. Et puis, on a aussi, pour cette période-là, des tensions très fortes entre, par exemple, la CFDT qui instaure des correspondants dans les lieux de formation pour les congés formation-conversion en disant qu'il faut mieux défendre individuellement les salariés, et qui obtient par exemple quelqu'un qui stoppe un congé formation-conversion parce qu'il a trouvé un emploi dans une entreprise qui éventuellement va disparaître, puisse réintégrer le congé formation-conversion. Et il y a un conflit entre la CFDT, donc individualisation des soutiens, et la CGT qui lutte toujours pour les usines ne ferment pas, pour une protection collective et une reconnaissance collective des salaires ou des emplois. Donc cette période-là, c'est une période de transition. La troisième période qui est en gestation à ce moment-là et qui va se développer après, c'est celle de l'employabilité. Donc à la fois pour les jeunes qui sortent de l'école, mais aussi pour ceux qui ont été dans les entreprises et qui connaissent des plans sociaux. On est dans une phase donc de confrontation directe au marché du travail, avec l'obligation de subir des jugements récurrents sur son employabilité. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien en termes de formation, en termes d'augmentation des qualifications, des capacités, mais le statut n'est pas du tout le même, puisqu'on est en recherche d'emploi et on n'est pas défini par sa qualification précédente. La qualification personnelle est fragilisée par le passage récurrent dans ces institutions. Alors ça, c'est un peu ma réponse à la question, une des réponses à la question de l'individualisation. Ça veut dire qu'on se retrouve dans un local que j'appelle octroyé, c'est-à-dire que une grande partie de ces situations maintenant est hors salariat, c'est-à-dire que les deux tendances que j'avais évoquées au tout début, à savoir augmentation de la cotisation sociale, de la socialisation du salaire et homogénéisation des règles, se réduisent. Le RMI, par exemple, n'inscrit pas les gens dans le salariat, c'est l'aide publique qui inscrit les gens dans le salariat, et l'hétérogénéisation elle met aussi beaucoup de politiques de discrimination positive. Les individus reçoivent des aides s'ils sont des jeunes, des femmes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, et donc en l'occurrence des habitants d'un territoire en reconversion, où il y aura aussi des habitants d'un quartier, etc. Donc on a une division relativement forte des ressources et un changement de la nature des ressources de ces publics. Alors pour moi ça affaiblit les capacités d'action collective, et je vais essayer de démontrer dans les deux points qui restent pour cette première partie. Le premier point, c'est que se développe ce qu'on peut appeler un employeur territorial. Alors, on l'avait déjà vu un petit peu dans les congés de formation-conversion. Alors pourquoi j'appelle employeur territorial? Ça veut dire que même s'ils ne sont pas homogènes, même si leur configuration évolue au cours du temps, même si le rapport au territoire est inégal, les missions locales, les agences locales pour l'emploi,
d'emploi, les agences d'intérim et beaucoup d'associations de formation, d'insertion sont amenées à se regrouper pour produire ces jugements sur l'employabilité. On pourrait presque parler de tutelle de proximité, hein, c'est à proximité que se décide l'employabilité ou pas des individus. Alors ça ne veut pas dire que le local est dominant, puisque tout ça c'est lié à des politiques de gestion de la main-d'œuvre, à des politiques publiques, mais c'est localement que ça joue. Je peux prendre deux exemples. L'exemple du recrutement d'entreprise Daewoo, qui est une entreprise multinationale coréenne qui est restée dans le bassin vendu pendant une dizaine d'années. Si on regarde les conditions de recrutement, on voit bien combien le territoire joue le rôle d'accompagnement de la gestion des fractions de main-d'œuvre au profit de multinationales qui ne sont que là temporairement. Dans un premier temps, le recrutement est assuré par la NPE en liaison avec l'entreprise et avec des pressions des municipalités ou de certains syndicats à l'embauche d'un certain nombre de personnes. Et puis, dans un deuxième temps, il y a une forte présence de l'agence d'intérim locale. Dans un premier temps, il y a beaucoup de mesures à l'emploi qui ont été proposées. Dans un deuxième temps, c'était plus difficile parce que ça passait par l'agence d'intérim. Et l'agence d'intérim a obtenu une dérogation pour pouvoir conduire le recrutement avec des phases d'intérim qui précèdent des phases de recrutement définitif. Et à la fin, on a tout un ensemble un petit peu complexe d'organismes privés, publics et associatifs qui se coordonnent ou pas, ou qui se concurrencent, mais qui de toute façon travaillent pour le recrutement d'une entreprise. À titre symbolique, le directeur des ressources humaines de Daewoo, pas le premier, mais le troisième, sera le directeur de l'agence d'intérim qui a assuré ce recrutement. On voit bien comment se dessine un employeur territorial à travers cette image-là. Le deuxième exemple, c'est celui des associations. On a fait une étude sur l'évolution des créations associatives entre le début des années 80 et le début des années 2000, en prenant comme caractéristique des associations le premier verbe qui est proposé administrativement. À chaque fois, il faut déclarer l'association et dire quel est son objet. Alors, dans le début des années 80, les associations qui se créent dans le bassin de Longwy, principalement, ont des verbes tournés autour de la pratique. On se réunit ensemble pour pratiquer le football. Voilà. La deuxième caractéristique, c'est des verbes de défense, maintenir, lutter, mais c'est en premier des verbes de pratique. Fin 80, début 90, on est donc dans la phase de reconversion. Les verbes qui sont le plus souvent utilisés, c'est promouvoir, mais ça l'est souvent parce que c'était marqué dans les statuts types, mais sinon c'est encourager, développer, favoriser. Donc par exemple, encourager la pratique du football à un niveau transfrontalier. L'association ne réunit pas des gens que pour pratiquer, mais à un objectif supplémentaire. Et dans un troisième temps, à partir du milieu des années 90, les verbes qui reviennent le plus souvent, c'est aider, former, accueillir. Donc là, on va aider les gens. Enfin, l'association se donne le but d'aider à l'insertion des gens par la pratique du football, par exemple. Donc on voit bien comment les associations sont en partie instrumentalisées ou en partie accompagnent le développement des politiques publiques de cette manière-là et participent donc à un employeur territorial. Troisième point de cette première partie, cette évolution met en tension ou en difficulté tous ceux qui travaillent dans le domaine de la formation ou de l'insertion. Alors, je pense de trois manières. La première manière, c'est est-ce que je contribue à défendre de cette manière-là ceux dont je m'occupe ou est-ce que je contribue à la fragilisation de leur statut? Voilà, c'est une première question. J'avais interviewé il y a une dizaine d'années, 15 ans, quelqu'un de la Fédération des œuvres laïques à propos des contrats emploi-solidarité qui ne sont pas la forme la plus dégradée de l'emploi précaire, mais il avait bien expliqué comment, dans un premier temps, il y avait un refus de la Fédération des œuvres laïques par rapport à ce type de contrat pour ne pas participer à un contournement une diminution des postes de la fonction publique ou un contournement des statuts salariaux. Et dans un deuxième temps, une acceptation sous condition, qu'un certain nombre de garanties soient apportées en termes de formation, de sortie aux gens qui étaient sous contrat CES. Et dans un troisième temps, c'est devenu, avec des logiques de projet et de financement ponctuel, une obligation pour faire vivre l'association. Là, on voit aussi comment, de cette manière, tout cet ensemble participe à l'employeur territorial. Donc, première tension, c'était entre protection
protection ou dégradation des statuts. Deuxième tension, c'est la tension entre autonomie et tutelle. Une bonne partie de ceux qui ont travaillé dans tout ce milieu associatif, syndical, et même aussi dans les agences pour l'emploi, par exemple, dans les missions locales, sont des militants de l'éducation populaire, ou des militants syndicaux, ou des militants chrétiens, enfin en tout cas. Et souvent, leur objectif premier annoncé, c'est celui de favoriser l'autonomie, ou l'émancipation, ou la prise en charge. Et en même temps, la situation dans laquelle ils sont placés les conduit à exercer une tutelle, ou en tout cas un pouvoir très fort sur l'attribution de ressources en fonction d'un jugement. Et ça met aussi une tension assez forte. Et la troisième tension, il me semble, c'est entre proximité et distance, ce dont on parlait tout à l'heure, puisque cette tutelle s'exerce à proximité. Ça ne veut pas dire que les décisions sont prises là, ça ne veut pas dire que les politiques publiques se décident là, mais c'est à proximité que ça se passe. Alors, proximité, est-ce que c'est une proximité sociale, est-ce que c'est une proximité spatiale? C'est un petit peu compliqué. Et les premiers intermédiaires de l'emploi dans le bassin d'Henri, ça a été beaucoup les enfants des sidérurgistes, mais pas toujours des mêmes fractions de classe. Ça pouvait être les enfants des fractions de classe, agents de maîtrise ou techniciens, qui s'occupaient des enfants d'ouvriers spécialisés, par exemple. Là, il y a toute une difficulté entre la proximité et la distance qui pose cette question. Voilà, donc ça c'est pour la première réflexion sur ces 30 ans d'histoire de bassin d'Henri, le passage de la qualification à l'employabilité. Pour moi, ça me pose des questions, j'ai pas travaillé assez, j'ai pas de preuves là-dessus, mais quand on s'interroge sur la participation politique, sur l'engagement dans les projets, etc., il me semble que ce type de situation, ça peut expliquer que dans un même espace, certains se mobilisent et d'autres se démobilisent en fonction des statuts qui leur sont offerts et des possibilités de participation réelle à la vie locale.